La Banque de Nouvelle-Calédonie, première banque des entreprises en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 40 ans, vous présente les Jeudis de l'économie. Et cette semaine, nous allons parler de l'holacratie. Qu'est-ce que c'est que ce terme? Que cache-t-il? Pour faire bref, c'est un mode de gouvernance fondé sur l'intelligence collective sans véritable hiérarchie. Il y a peu d'entreprises dans le monde qui ont adopté ce mode d'organisation, mais l'une d'entre elles est sur le territoire. Elle s'appelle SF2I et je reçois 3 de ses membres aujourd'hui, Paul Lanier, Marguerite Vidal et Florian Chabot. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va essayer de comprendre véritablement comment votre entreprise est organisée. La première chose à dire, Paul Lanier, puisque vous êtes le fondateur et le gérant, je crois, de cette société, c'est que les uns et les autres, vous n'avez pas de titre au sein de la société. Il y a des rôles, mais pas de titre. C'est bien cela? Alors c'est exact. Chez SF2I, on a supprimé la hiérarchie, donc on n'a plus de titre. On n'a plus de fonctions, mais on a tous des rôles. Alors, et puis en un mot, vous pouvez peut-être nous rappeler l'objet de SF2I. Alors SF2I, c'est une entreprise de services informatiques. Notre métier, c'est de fournir des services informatiques, du support et de l'ingénierie autour des systèmes d'information. Alors, évidemment, holacratie est un terme qu'on n'a pas trop l'habitude d'employer. Et si je dois en donner une définition telle que je l'ai trouvée sur Internet, on y comprend encore moins de choses. C'est un système d'organisation de la gouvernance fondé sur la mise en œuvre formalisée de l'intelligence collective. Opérationnellement, elle permet de disséminer les mécanismes de prise de décision au travers d'une organisation fractale d'équipes auto-organisées. Donc quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Paul Lanier, on va essayer de rentrer dans le détail avec vous et peut-être les autres invités. Florian Chabot, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est chacun fait ce qu'il veut ou c'est un véritable mode d'organisation qui ne correspond pas à un mode d'organisation traditionnel? C'est plutôt un mode d'organisation qui n'est pas classique, qui permet à chacun de décider avec des codes très précis. C'est pas du tout l'anarchie. Il y a des codes, il y a des règles qui sont finalement assez rigides. Seulement, on réfléchit plutôt en termes de rôle et de responsabilité qu'en termes de titre. Et de personnes. Mais ces rôles et ces responsabilités, elles sont codifiées, vous l'avez dit, elles sont écrites aussi? Oui, elles sont écrites de manière très dynamique. Elles sont consignées dans l'outil qu'on souhaite. Il y a plusieurs outils existants. On peut très bien fonctionner avec une feuille de papier aussi. Et c'est codifié aussi à travers les réunions. Il y a des méthodes de réunion qui suivent un processus, très précis, et qui nous permettent de prendre les décisions ensemble. Alors, est-ce que ça veut dire, Paul Lanier, que finalement ce système de management est presque plus codifié que ce qui peut exister dans une entreprise traditionnelle? Alors, bizarrement, oui. C'est vrai que dans une entreprise traditionnelle, on a des fiches de poste. On a des fonctions qui sont définies, on a éventuellement des processus et toute demande qui ne rentre pas dans ces cadres-là sont difficilement traitées dans une entreprise classique, alors qu'holacratie justement permet de traiter l'exceptionnel et les demandes un peu spécifiques. Je vais rebondir juste un petit peu sur revenir sur holacratie et la définition. Effectivement, la définition de holacratie est très compliquée. On compare souvent cela. Je vais prendre un jeu simple, le Monopoly. Si vous vous amusez à lire les règles du Monopoly, c'est très compliqué. Vous allez rien comprendre. Alors par contre, si vous jouez au Monopoly, vous allez vous apercevoir que finalement c'est simple et c'est ludique. Donc il faut pratiquer pour comprendre. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Pour résumer, il faut pratiquer holacratie pour le comprendre. Mais avant de parler de holacratie, ce serait peut-être bien de parler de l'entreprise libérée. Parce qu'avant holacratie, il y a l'entreprise libérée. Alors l'entreprise libérée, la définition la plus simple de l'entreprise libérée, c'est une entreprise, c'est une organisation en fait, qui donne de la liberté, de la responsabilité à ses collaborateurs. Donc c'est une entreprise qui permet à chaque collaborateur de mettre en place des actions qu'il juge nécessaires pour le bien-être de l'entreprise. Quel que soit son niveau d'intervention au sein de l'entreprise. Tout à fait, quel que soit son niveau d'intervention. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur les niveaux d'intervention, mais on part du principe que c'est celui qui fait les choses, qui sait les choses. Donc l'entreprise libérée, c'est vraiment une entreprise c'est plus une philosophie qu'un modèle. C'est une philosophie qui repose sur 2 piliers essentiels. La confiance en l'autre et la liberté donc de donner d'attribuer des responsabilités. Donc c'est un partage de responsabilités en entreprise libérée. Une fois que c'est dessiné, derrière vous avez effectivement la possibilité de mettre en place un modèle qui s'appelle holacratie, qui est, pour résumer, une gouvernance qui permet justement de clarifier les rôles dans l'entreprise libérée. On peut dire que la limitation de l'entreprise libérée, c'est la taille. Et au bout d'un certain
10, 15, 20 collaborateurs, c'est difficile d'avoir... il faut mettre en place une gouvernance, et Holacracy est un modèle de gouvernance qui s'applique à l'entreprise libérée. Alors Marguerite Vidal, est-ce que lorsque vous avez rejoint SF2I, vous connaissiez déjà ce mode de management entreprise libérée ou Holacracy, ou est-ce que vous avez découvert directement au moment de votre embauche? J'ai découvert en vivant dans SF2I, mais en fait c'est une entreprise qui fonctionnait déjà comme ça avant qu'on mette en place officiellement Holacracy. Et c'est pour ça que quand on dit est-ce que c'est plus codifié ou moins codifié qu'une entreprise classique, en fait, de passer sur un mode de fonctionnement libéré, justement, ça va assouplir énormément le fonctionnement des entreprises et ça va alléger les procédures d'une entreprise classique. Et chez nous, il s'est passé l'effet inverse parce qu'on fonctionnait comme une entreprise libérée, mais comme une petite entreprise libérée. Donc entre nous, et tout se passait à l'oral de manière très informelle. Et en fait, d'apporter ce cadre d'Holacracy, donc un mode de management construit pour une entreprise libérée, ça a mis des règles en place et des codes en place. Donc chez nous, ça a codifié ce qui se passait de manière informelle, alors que de manière classique, ça va plutôt libérer l'entreprise et alléger les processus. Florian Chabot, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je rejoins l'avis de Paul et de Marguerite. L'Holacracy, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est quelque chose qu'on décide de suivre ou pas. L'entreprise libérée, je pense que c'est accessible à toutes les entreprises. On vient à l'Holacracy progressivement, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a déjà quand même une approche du management dans l'entreprise spécifique, et après on peut appliquer ce code spécial qu'est l'Holacracy pour le formaliser d'une certaine façon. Paul Lagny. Ouais, c'est ça, c'est une formalisation finalement de l'entreprise libérée. Mais entreprise libérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés ont les horaires qu'ils veulent, on leur donne une mission, ils doivent en rendre compte en temps et en heure, et entre les deux ils font comme il s'arrange. Ça veut dire qu'on va responsabiliser chacun et chacun va faire son travail en sachant pourquoi il le fait. On va pas dire au salarié quoi faire, on va lui dire ni comment le faire, mais on va lui dire pourquoi il le fait et quel est le but de son travail. Chacun a le but en tête, la raison pour laquelle il fait les choses, et ensuite le fait comme il le veut, où il le veut, dans les horaires qu'il le veut, dans la mesure où il respecte ses obligations. Et après, ça encourage énormément chaque employé à se sentir beaucoup plus responsable et beaucoup plus autonome dans son travail, et un petit peu comme un auto-entrepreneur dans la société. Et on gère chacun notre vie au travail comme si c'était notre société, et on est du coup libre de prendre des initiatives et d'apporter beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise. Alors c'est bien pour un gérant, Paul Lagny, ça veut dire que vous n'avez pas grand-chose à faire alors finalement, puisque si j'ai bien compris, la plupart de vos salariés sont très très autonomes. Alors, en fait le but est simple, ça doit compenser d'ailleurs par le patron, le fondateur, qui doit se dire qu'il n'a pas toute la capacité à tout faire, parce que c'est pas le seul à avoir des idées. Donc en fait, c'est vraiment dans une entreprise classique, il y a ceux qui décident et ceux qui exécutent. Et nous, justement, l'entreprise libérée part sur la distribution de ce pouvoir. Tout le monde doit être à même de prendre des décisions pour le bien-être de l'entreprise. Je rebondis sur ce qu'a dit Marguerite. On a quand même un cadre, même s'il reste important. Le cadre, c'est notre raison d'être. C'est le pourquoi est-ce qu'on travaille, et plus le comment est-ce qu'on travaille. Et le pourquoi est-ce qu'on travaille est encadré par des valeurs qui sont très fortes. Et quelque part, mon rôle principal, c'est d'être le garant de ces valeurs et de m'assurer que la raison d'être de l'entreprise est toujours respectée. Florian Chabot, lorsqu'on est employé par une société qui pratique ce type de management, on se sent vraiment très très libre dans la manière de mener sa mission à bien. C'est-à-dire que vous se dites, tiens, ce matin, j'ai pas envie de travailler. En revanche, je vais travailler cet après-midi. Je vais rester plus longtemps parce que je sais qu'il va falloir finir. Est-ce que vraiment vous avez l'impression de cette autonomie complète? Oui, dans le respect du code du travail. Parce que voilà, il y a quand même, on bien est sûr, quand même la base, c'est du travail, bien sûr, avec un nombre d'heures par semaine, etc., etc. Exactement. Après, le travail des fois doit être fourni à des moments de la journée qui sont pas forcément toujours les mêmes. Je sais pas, pour nous dans l'informatique, le lundi matin, pour les entreprises, c'est un moment où c'est le rush. Voilà, donc il faut être présent là-dessus. Et puis il y a des moments de l'année aussi où c'est un petit peu plus calme. Donc on va s'investir peut-être plus à un moment qu'à un autre. Donc sur le temps de travail, oui, beaucoup de souplesse. Après, l'entreprise libérée et notre manière de la vivre, on a mis en place aussi énormément d'autres actions. Par exemple, que vous allez retrouver dans des CE classiques, mais des avantages, des choses qui font du bien aux salariés, qui rendent les salariés heureux. Et un salarié heureux, il a envie de se lever le matin, il donne le meilleur de lui-même. Alors, par exemple, c'est quoi? Il paraît qu'on peut être massé quand on est en train de travailler, qu'il y a des cours d'anglais qui sont... Non? Pourquoi à peu près, Marguerite Vidal? On n'est pas massé pendant qu'on travaille, mais on a des massages sur chaise en entreprise tous les 2 mois, de 1/4 d'heure par personne, et chacun peut s'inscrire. Paul Lagny.
Ceux qui travaillent mal, c'est moi qui les masse. Ça les encourage à bien travailler. Voilà, et là, ils en redemandent pas tous les 2 mois, là, j'imagine. Il y a évidemment, alors, on commence à comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de cette entreprise libérée et de ces codes que constitue l'holacratie. Un chef d'entreprise, un gérant d'entreprise, Paul Lénier, il a quand même forcément les yeux un peu rivés sur les résultats d'une certaine façon. Est-ce que vous seriez amené, par exemple, à corriger l'organisation de votre société si les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que vous attendez ? Alors c'est une bonne question. Alors effectivement, en tant que chef d'entreprise, on a cette obligation quelque part d'avoir des résultats et des résultats favorables. Ce que je voulais dire, c'est on associe finalement la performance et le bonheur. Voilà, plutôt que les dissocier. L'idée, le postulat de base de l'entreprise libérée, comme je l'ai dit, c'est de faire confiance en l'autre, croire en l'autre et se dire que l'autre a la capacité de faire les choses et de bien les faire. À nous de trouver là où sont ses compétences pour les exploiter au maximum. Notre raison d'être, c'est pas du tout de faire du résultat. Notre raison d'être, on peut la dire, elle est quand même intéressante, c'est de rendre nos clients heureux. Et ça, c'est le pourquoi est-ce qu'on travaille. Donc les gens ne travaillent plus pour gagner de l'argent, ou pour que l'entreprise gagne de l'argent, ils travaillent vraiment pour rendre les clients heureux. Le résultat, c'est qu'on gagne de l'argent. Et cet argent nous sert à nous continuer à nous développer. Quelques chiffres, SF2I, en 9 ans, on est passé de 1 personne à 50 personnes. Donc on est un groupe quand même relativement important aujourd'hui. Et donc on a toujours investi dans le développement de l'humain pour travailler. Si j'étais tout seul à prendre les décisions, si j'étais tout seul à tout gérer, ce serait impossible. Aujourd'hui, le pouvoir est distribué sur les 50 collaborateurs. Alors effectivement, on a des rôles différents parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes compétences, mais chacun dans l'entreprise est vraiment libre de s'épanouir. Et finalement, c'est plus l'humain qui s'adapte à l'organisation, mais nous, c'est l'organisation qui s'adapte à l'humain, à ses compétences, à ses talents. On va continuer de découvrir ce mode de management de l'holacratie, la société bienveillante avec les représentants de SF2I dans un instant après une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite des Jeudis de l'économie dans un instant. RRB, la pub. La Banque de Nouvelle-Calédonie est le partenaire incontournable des plus grands défis. Nous accompagnons nos clients au quotidien dans le développement de leur entreprise. Financement courant ou complexe, opérations à l'international, défiscalisation. Nos experts sont là pour vous conseiller. Préparons ensemble l'avenir de votre entreprise. Banque de Nouvelle-Calédonie, la passion de la performance. Tous les jeudis dans votre magazine Télé-NC, retrouvez les actualités people qui font le buzz du moment. Les rendez-vous culturels de la semaine, des astuces conso, bien-être et plein d'autres choses encore. Télé-NC, l'hebdo-télé qui ne parle pas que de la télé. Tous les jeudis, retrouvez votre magazine télé gratuit chez votre commerçant préféré ou découvrez tous nos programmes sur www.telenc.nc. RRB, pour être le premier et le mieux informé. Et l'information, vous le savez, du lundi au vendredi, c'est le journal et le magazine. Et le jeudi, c'est les jeudis de l'économie. La suite avec vous, Jean-François Baudin. Des jeudis de l'économie qui sont consacrés à un mode de management un peu particulier, société bienveillante, holacratie, et sur le territoire, la société SF2I, dont 3 de ses membres sont là, nous explique un peu comment tout cela fonctionne. Justement, avant de revenir avec le fondateur Paul Lénier sur d'autres questions, Marguerite Vidal et Florian Chabot, vous travaillez aujourd'hui à SF2I. Avant de venir dans cette société, vous avez eu d'autres expériences professionnelle. Quand vous avez changé de travail et choisir de venir à SF2I, c'était vraiment une motivation par rapport au mode de management pratiqué ou c'était parce que vous n'avez pas eu d'autre choix? Florian Chabot. Vous avez droit à une troisième option. Non, on va dire la motivation. La motivation, elle n'était pas sur le mode de management pratiqué, mais plutôt sur la taille de l'entreprise pour moi. J'ai travaillé dans plein d'endroits différents, dans des contextes différents, dont dans des sociétés où on était 2000 personnes, où on était assez anonyme finalement. Moi, j'avais besoin de moins d'anonymat. Donc, c'était vraiment la taille de l'entreprise qui m'a décidé. Et SF2I, depuis qu'on y est, depuis quelques années, on l'a co-construit. Voilà, c'est tous les salariés qui l'a construit. Si on a grandi comme ça en termes de personnel, etc., c'est que c'est de la décision commune et du travail commun. Et vous, Marguerite Vidal?
Moi, ce qui est assez curieux, c'est qu'on décrit souvent le mode de management un peu libéré comme un management anglo-saxon. Et en fait, avant d'arriver chez SF2I, je travaillais en Angleterre et dans un management qui est pas du tout libéré, qui était bien plus strict que ce qu'on peut voir donc chez SF2I. Et c'était pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une agence locative où la responsabilité était vraiment conservée, la prise de décision était conservée par les managers. Et on était sur une équipe de 10 personnes. Il y avait 2 rangées de management. Il y avait les gérants, les sous-managers d'équipe et les petites mains derrière. Et c'était du coup un schéma où on comptait ses minutes, on regardait l'heure impatiemment en se disant ça y est, il est 18h, je peux rentrer. C'est bientôt la quille. Voilà, et donc à un moment donné, oui, l'envie d'aller au travail, elle n'était pas forcément très forte malgré des collègues agréables et un travail qui peut s'apparenter à ce que j'ai fait au début chez SF2I au niveau administratif et comptable. Et donc l'arrivée à SF2I, cette liberté, cette autonomie et le fait qu'on nous responsabilise autant, moi ça m'a donné énormément envie de m'investir dans cette société. Et en plus, j'ai vraiment pu en 4 ans m'épanouir et changer un peu de voie et me spécifier sur des choses qui me plaisaient encore plus. Et ça donne vraiment envie de construire la société avec mes collègues et de réfléchir à demain et avec eux sans attendre que les décisions viennent du gérant. Paul Lanier, comment se passe un recrutement chez vous? Parce que j'imagine que vous ne posez pas les questions peut-être traditionnelles qu'un employeur pose à son futur éventuel salarié. Alors, effectivement, pour résumer, chez nous, le recrutement, il n'est pas aux mains du service RH, qui n'existe pas. Il n'y a pas de service RH. Alors, on a un service RH, mais qui s'appelle Rendre Heureux, et pas Ressources Humaines. Finalement, il s'est transformé en bonheur chez nous, en cercle bonheur. Le recrutement, il est fait par les équipes qui vont travailler avec la personne, qui décident qu'il y a besoin d'un recrutement, et c'est elles qui s'organisent pour recevoir la personne à 1, 2, 3, 4 personnes, et c'est elles qui vont décider du coéquipier avec qui elles vont travailler. Est-ce qu'il arrive que des personnes ne s'adaptent pas finalement à ce mode de travail qui est quand même très particulier et qui nécessite des relations interpersonnelles peut-être un peu différentes que dans des entreprises dites classiques? Il y a des personnalités, donc et là j'insiste, c'est pas du tout lié au niveau d'études, c'est pas du tout lié à l'âge. C'est juste une question de personnalité. Alors nous, on s'appuie beaucoup dans les recrutements sur un outil qui s'appelle l'Enneagramme, qui sert à dessiner les 9 personnalités. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des personnalités qui ont plus de mal qui aiment les cadres bien définis. Mais on est aussi en capacité d'apporter ce cadre, parce que finalement on a quand même, ça peut apparaître un petit peu l'anarchie, mais on travaille dans des cadres très avec des clients qui ont des contraintes fortes, les banques, les compagnies aériennes, etc. Donc on a aussi des contraintes fortes en termes d'organisation du travail pour ces clients. Donc on essaye d'associer justement la bonne compétence à ce type de travail. Alors est-ce que ceux qui travaillent avec vous aujourd'hui, et notamment Florian et Marguerite qui sont là sur ce plateau, vous pensez qu'on peut aller encore plus loin dans la manière dont vous vivez l'entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres décisions qui pourraient être confiées à la décision commune, parce que c'est comme ça un peu que ça se passe? Je prends un exemple très simple. Est-ce qu'un jour, par exemple, vous pourriez décider les uns et les autres, 50 personnes dans la société, il y a une masse dédiée au salaire de temps et on va répartir les salaires entre nous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? C'est quelque chose dont on pourrait parler, et nos processus de réunion nous permettent d'apporter ces sujets sur la table et de travailler ensemble dessus. Après, on a dit qu'on décomposait le travail en rôles, et les rôles finance et stratégie financière aujourd'hui sont portés par Paul Lanier, et voilà. Mais oui, c'est tout à fait envisageable, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Et on voit dans d'autres pays des salaires qui sont affichés, qui sont visibles de tous. On sait pas trop dans la culture du travail telle qu'on la connaît, mais j'espère qu'un jour ça arrivera chez nous. Marguerite Vidal. Il y a aussi des entreprises qui gèrent les évolutions salariales entre les salariés, c'est-à-dire qui organisent des sortes de commissions de salariés volontaires, et la personne qui souhaite augmenter son salaire fait une lettre avec les raisons de sa demande et justifie ça, et l'auditoire volontaire des coéquipiers de l'entreprise va juger si on accorde cette augmentation ou pas. Donc il y a plein de façons de fonctionner pour gérer les salaires dans l'entreprise, et ça c'est un des axes d'amélioration qu'on pense réfléchir à mettre en place dans l'année qui vient ou les années qui viennent. Donc il y a plein d'axes encore à améliorer pour aller plus loin dans ce système d'entreprise libérée. Paul Lanier. Alors l'entreprise libérée au Holacracy, c'est vraiment une grosse boîte à outils
qui vous permet d'imaginer toutes les solutions possibles sur tous les sujets possibles, que ce soit les embauches, les augmentations individuelles, les entretiens annuels d'évaluation. En tout cas, ça fait partie de mes souhaits les plus chers, que demain, les salaires soient répartis entre les collaborateurs par rapport aux résultats de la boîte, une partie variable par rapport aux résultats, puisque finalement le partage fait partie de nos valeurs. Paul Lénier, est-ce que je peux vous demander comment vous avez découvert ce système de management et qu'est-ce qui vous a poussé à essayer de l'appliquer à l'entreprise que vous avez créée? Quand j'ai créé... Parce qu'on a l'impression quand même, pardonnez-moi, qu'il y a une démarche derrière, ça rejoint beaucoup des questions de développement personnel, voire de communication non violente. Enfin, on sent que derrière, il y a quand même des courants et des choses qui ont été travaillées. Et comme je l'ai dit en introduction, l'entreprise libérée, c'est une véritable philosophie pour rendre les collaborateurs heureux. Quand SF2I a été créé, on a eu une culture d'entreprise forte qui s'appelait l'entreprise du bonheur. Je voulais vraiment que les salariés soient heureux de venir travailler. Pour résumer, je voulais une entreprise qui soit l'entreprise dans laquelle j'aurais souhaité travailler. Et donc j'ai voulu créer cette entreprise. Je ne savais pas à l'époque que l'entreprise libérée existait, donc j'avais une philosophie très proche de l'entreprise libérée. L'arrivée de Florian, qui a été pris comme comme opérateur téléphonique chez nous, et qui aujourd'hui a des rôles importants dans le développement de la société. Florian a avancé sur ces sujets. C'est lui qui est parti se faire former en holacratie avec le fondateur de holacratie, un Américain qui s'appelle Robertson. Il est parti en métropole se faire former. Donc c'est Florian qui a été un peu notre guide sur la mise en place de holacratie. Donc on a utilisé au mieux ses talents pour développer la société. Alors pardonnez-moi cette question, vous allez évidemment la réfuter, mais il y a pas un petit côté sectaire, le gourou et les adeptes. Voilà, quel est le rapport entre vous, Florian Chabot? Non, on en rit. Bon, c'est bien. C'est pas grave. Si les gens disent de nous qu'on est une secte, c'est qu'ils parlent de nous. C'est très bien comme ça. Mais vous avez pas du tout cette impression, en tout cas, bien évidemment. Non, pas du tout. Au contraire, on voit qu'on peut se défaire facilement de codes ou de choses qu'on mettrait en place et qui ne fonctionneraient pas. C'est pas même holacratie un jour dans l'entreprise libérée, le but ultime c'est de créer un fonctionnement qui est co-créé par l'ensemble des collaborateurs, qui est logique, qui fonctionne. Et l'holacratie, on pourrait très bien s'en défaire aussi. Voilà. Marguerite Vidal, quand vous en parlez de ce système de management avec vos proches, vos amis, vous faites des envieux? Énormément d'envieux. Quelques incompréhensions, mais en général, ça dure pas longtemps. En fait, au fur et à mesure des conversations, parce qu'on parle d'un avantage, on va dire, on a des massages au bureau, on a des fruits tous les mardis, des démarches pour être en meilleure santé, pour être plus heureux. Vous, le mardi, c'est fruits, alors. Le mardi, voilà, c'est ça. Non, le mardi, c'est fruits. Et il y a plein de démarches comme ça, et à chaque fois, ils en apprennent un peu plus, et ils en reviennent pas de tout ce qui est mis en place chez nous pour se sentir bien. Ils vont me voir un jour traîner à la maison le matin parce que je suis épuisée, que j'ai travaillé tard la veille. Ils vont me dire mais tu t'es pas au travail? Bah non, là j'ai travaillé énormément hier soir, j'ai travaillé un autre jour aussi, et ce matin j'ai besoin de me reposer, je me repose. Et ils vont rien te dire? Ben non, ils vont rien me dire parce que je suis libre d'organiser mes horaires et on me fait confiance. Et vous parliez aussi de l'humain, et je pense que c'est très important. En fait, plus on avance dans cette démarche d'entreprise libérée, plus j'ai l'impression qu'on remet l'humain et le sens de ce qu'on fait au centre du travail. Et on n'est plus des petites fourmis dans une énorme machine, on est des personnes, et on considère vraiment important que les personnes s'épanouissent et se développent aussi dans leur travail et pas seulement dans leur vie perso après le travail. Paul Lanier, vous voulez ajouter quelque chose? D'un point de vue recrutement, pour revenir dessus, c'est aussi l'idée d'attirer les meilleurs talents et les meilleures compétences. On s'aperçoit aujourd'hui que la nouvelle génération, que ce soit X, Y ou Z, ils sont toujours volontaires pour travailler. C'est juste qu'ils ont besoin de donner un sens à leur travail, qu'on n'avait peut-être pas nous à l'époque. On était dans d'autres carcans, dans d'autres modèles. Et cette jeune génération s'aperçoit qu'ils ont besoin de trouver un sens à leur travail. Donc le pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Donc aujourd'hui, on accueille beaucoup de jeunes sans expérience. On a beaucoup de stagiaires qui viennent chez nous chaque année et ils sont toujours surpris de ce mode de fonctionnement. Ils s'adaptent très rapidement à ce mode de fonctionnement. Est-ce que vous pensez que ce mode de fonctionnement peut être applicable à tout type d'entreprise et de toute taille? Alors moi, j'en suis intimement convaincu. Florian citera quelques exemples d'entreprises en métropole, des grosses entreprises, que ce soit des administrations, des collectivités ou des entreprises privées qui ont sauté le pas. Je voulais juste dire un petit mot et pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Basculer en entreprise libérée, c'est un petit peu comme sauter en parachute. Une fois que vous avez sauté, vous remontez plus dans l'avion. Alors c'est une aventure unique. Il n'y a pas de modèle.
On peut pas dire comme ISO, je viens, j'applique un modèle d'entreprise libérée. Chaque histoire d'entreprise libérée est unique. Voilà, il n'y a pas de modèle. Il peut avoir un peu de méthode, il peut avoir un peu de retour d'expérience avec des gens qui connaissent ce sujet, mais il n'y a aucun modèle. Donc voilà, si vous sautez en avion, si vous sautez en parachute, voilà, pas de retour dans l'avion, mais c'est une aventure humaine exceptionnelle et unique. Alors Florent Chabot, quelles sont ces grandes entreprises en métropole qui ont basculé dans ce type de management? Alors, on retrouve des branches de Leroy Merlin, Castorama, les Decathlon Village, et des fois des branches avec une centaine de personnes. Une société un peu moins connue mais qui s'appelle Scarabée Biocoop et qui a des magasins sur tout le territoire de métropole. Donc avec des sites géographiques qui sont éloignés des uns des autres et des personnes qui travaillent pas forcément dans les mêmes locaux. Voilà pour des grands noms. Il y a l'entreprise avec le plus grand nombre de salariés qui fonctionne dans la Crassie aujourd'hui s'appelle Zappos aux États-Unis. C'est à peu près 1500 à 2000 personnes qui fonctionnent sans manager. On a bien compris votre enthousiasme et votre intérêt évidemment pour ce type de management. Marguerite Vidal, est-ce qu'il a quand même, selon vous, quelques effets qui pourraient être considérés comme néfastes ou improductifs? Moi, je dirais que le démon de ce système... Rien n'est parfait nulle part. Oui, le démon, c'est-à-dire la chose sur laquelle on doit être attentif et qui peut créer des tensions qu'on n'arrive plus à résoudre et nous dépasser, ça serait que les personnes ne s'investissent plus. En fait, ça fonctionne sur la base que chacun s'investisse et chacun travaille à améliorer l'organisation. Elle se co-construit, elle se co-organise en fonction de ce que nous on décide. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on n'a pas une pyramide un organigramme pyramidal, on a un ensemble de cercles et de rôles et ça vit et ça évolue en fonction de ce que les gens décident de faire évoluer. Si aujourd'hui on arrête d'être attentif à ce qui se passe au travail et de le faire évoluer, de réfléchir à comment l'améliorer, ça stagne et ça n'évolue plus. Donc ça repose vraiment sur l'implication de chacun. Paul Lanier, de temps en temps, il faut quand même peut-être pousser un peu certains collaborateurs ou leur dire attention, là t'es plus vraiment dans l'esprit de ce qu'on veut faire, ça peut arriver? Alors ça peut arriver, comme l'a souligné Marguerite, Holacracy, l'entreprise libérée, c'est pas un remède miracle, c'est pas une utopie, c'est un travail, une vraie philosophie qui nécessite un travail, mais ça vous donne des outils et l'agilité nécessaire pour répondre rapidement à toutes les tensions, aux trous dans la raquette qui peuvent exister. Et ça, c'est relevé par les collaborateurs, donc on n'attend pas plusieurs mois, parce que c'est les collaborateurs qui relèvent tout de suite les trous dans la raquette, et c'est même eux qui apportent les solutions. Donc là, on n'a plus de système d'organisation pyramidale où effectivement les problèmes remontent un an après. Donc moi, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis surtout le garant de notre raison d'être. Moi, je m'assure juste que cette raison d'être elle persiste et qu'elle soit appliquée. On a parfois des collaborateurs, comme tout le monde dans sa vie privée ou professionnelle, qui ont des difficultés extra professionnelles. Donc on sait aussi les accompagner, les aider d'une manière ou d'une autre. Et finalement aussi, on a des cadrages, mais encore une fois, qui sont pas faits avec ni moi ni leur manager, puisqu'il n'y a pas de manager. Mais il y a quand même ce qu'on appelle nous des leaders, des team leaders, qui sont des leaders pas de hiérarchie, mais des leaders d'autorité qui sont élus par les cercles, et c'est eux qui agissent effectivement pour recadrer un petit peu la personne. Alors, en sachant qu'on a une vraie culture de l'erreur, c'est-à-dire qu'on ne punit pas l'erreur, mais on travaille sur l'erreur pour s'améliorer. On dit qu'une entreprise souvent a besoin d'un certain turnover au sein de ses équipes pour se renouveler, pour renouveler ses pratiques, pour renouveler ses approches. Vu le mode de management qui est pratiqué dans votre société, et si tous vos salariés sont heureux, ils ne vont pas bouger, a priori ils vont rester. Est-ce que c'est un plus ou un moins? Vous êtes, par exemple, vous êtes jeune, Florian Chabot, je sais pas quel âge vous avez, mais vous avez encore peut-être au moins 20 ou 25 ans de travail devant vous. Vous voyez rester 20 ou 25 ans dans SF2I, pardon? De loin, oui. Mais SF2I, ça donne aussi, et l'entreprise libérée en général, ça donne envie de développer énormément d'autres choses. Donc non, je ne me vois pas stagner, faire la même chose, et ça n'arriverait pas avec nos outils de toute manière. Mais vous voyez rester 25 ans dans la même boîte, si vous êtes heureux au travail? Ou créer d'autres sociétés sur des modèles qui sont similaires ou qui sont nouveaux. Marguerite Vidal?
Moi, c'est pareil. En fait, quand je vois l'évolution et les changements qu'il y a eu dans mon travail au quotidien en 4 ans dans la société SF2I, je me vois très bien rester encore des années si c'est pour avoir autant de challenges et de nouveaux projets à mener, de nouvelles compétences à acquérir et me rapprocher un peu plus chaque année ou chaque paire d'années de ce qui me convient vraiment et ce qui utilise des compétences que j'ai moi et pour m'éloigner finalement de ce pourquoi j'avais été embauchée à la base qui était très administratif et aujourd'hui je développe en fait des choses qui me plaisent et qui me correspondent. Paul Lanier. On a effectivement un taux de turnover très faible, puisqu'il avoisine les 2%. Par rapport à la taille, c'est un départ par an en moyenne. Par contre, on a quand même beaucoup de nouvelles arrivées. On a une dizaine de nouveaux collaborateurs par an. Et donc ça permet effectivement d'apporter des nouvelles idées, de donner du sang neuf et de créer plein de choses. Alors Florian n'a pas osé le dire, mais l'autre jour dans mon bureau, il m'a dit que soit il devient une rockstar célèbre, soit il reste chez SF2I. Il y a une place à prendre en plus ces derniers temps. Et c'est tout à fait typique de souvent des gens de SF2I. Mais alors Florian, il aura d'autres opportunités, peut-être avec SF2I. SF2I joue la transparence. On joue la transparence dans les relations au quotidien avec l'ensemble de l'équipe. La transparence sur les chiffres, tout le monde est au courant du chiffre d'affaires, des résultats de l'entreprise. Ils sont déposés au tribunal de commerce, bien évidemment. Ils sont déposés au tribunal et ils sont explicités chaque année, d'ailleurs, à tous les collaborateurs. On explique les résultats et le bilan de l'entreprise de manière claire et transparente. Il y a des collaborateurs qui partiront un jour, qu'on accompagnera. SF2I aujourd'hui agit aussi comme incubateur d'entreprise pour aider des jeunes startups à se développer. Donc il y a des projets qu'on accompagnera. Alors ça c'est une question justement que j'allais vous poser. Vous êtes une société de services informatiques, si j'ai bien compris. Est-ce que quand même ce type de management ne correspond pas aussi à un type d'activité nouveau, c'est-à-dire qu'appliquer l'entreprise libérée et holacratie, pardonnez-moi cet exemple, mais à la SLN c'est peut-être plus compliqué que de le faire au sein d'une start-up ou une entreprise qui pratique une activité nouvelle? Alors effectivement, ce sera plus compliqué de le faire dans une grosse entité, mais ce sera pour moi possible. Alors, je vais pas citer le nom de l'entreprise, mais aujourd'hui on accompagne une entreprise qui est dans une activité industrielle pour se libérer. On a accompagné le patron pour se libérer et c'est pas du tout une start-up, c'est pas du tout dans le secteur du numérique et ça a l'air de fonctionner. Alors une entreprise qui souhaite adopter ce mode de management, vous pouvez l'accompagner, on l'a bien compris, parce que vous avez une certaine pratique, une certaine expérience de cela. Ça prend combien de temps pour changer les habitudes et les fonctionnements? Quelque part, j'ai envie de dire que ça prendra le temps, comme chaque libération d'entreprise est unique, donc ça peut prendre du temps. On a des exemples d'entreprises, je me souviens d'une entreprise française qui est assez connue, qui s'appelle Chronoflex, qui l'a fait en une journée. Et ils ont basculé en une journée, donc après l'accompagnement et le changement a duré plusieurs années, ça a duré je crois 2 à 3 ans. Nous on estime qu'on a un niveau de maturité de 2 à 3 sur 5, donc même nous on n'a pas fini et terminé notre mue. Donc voilà, l'entreprise libérée c'est vraiment un chemin sur lequel on décide d'aller. Comme je l'ai dit, on peut pas revenir en arrière, mais c'est un chemin qui donne beaucoup d'outils et beaucoup d'agilité pour avancer et se développer. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans ces jeudis de l'économie et Radio Rythme Bleu partager cette expérience d'entreprise libérée ou de holacratie, puisque c'est le terme consacré. Voilà, j'ai bien compris, Paul Lanier, que vous êtes disponibles les uns et les autres si des entreprises du territoire sont intéressées pour en savoir plus.